Les élections d'octobre 1945. Les femmes votent pour la première fois aux élections municipales d'avril 1945, puis au référendum et aux élections de l'Assemblée constituante d'octobre 1945. Cette photographie se trouve dans le chapitre 10 de notre manuel d'histoire, La chute de la République et sa refondation. Le général de Gaulle accorde en 1944 le droit de vote aux Françaises comme une récompense pour la réforme nationale durant l'occupation allemande. La France est sans régime politique puisque la constitution de la Troisième République a été suspendue le 10 juillet 1940. C'est le premier vote national des femmes, le premier vote national après-guerre et le premier vote des militaires. La photo est de Getty Images qui est une banque d'images. La photo est en noir et blanc, on distingue que l'urne est au centre de l'image et qu'elle est très claire. Le photographe a pris sa photo au moment où une femme dépose son bulletin dans l'urne marqué référendum. On voit l'arrière-plan d'autres photographes qui prennent en photo la scène. Les personnes que l'on voit sur la photo sont des femmes de la société civile en âge d'aller voter, 21 ans. Elles représentent donc un espoir pour les femmes en général, puisque si elles peuvent aller voter, alors elles vont pouvoir faire avancer les choses et donner leur opinion. Il y a cependant peu de femmes qui sont allées voter, et la loi est restée sous silence. Les hommes étaient heureux d'être sortis vivants de la guerre, et on ne change pas les hommes par décret ou par loi. Il faut aussi qu'ils évoluent d'eux-mêmes. Ces femmes montrent que les mentalités depuis 1944 ont changé, ce qui a permis un rééquilibrage de l'égalité homme-femme. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les femmes étaient encore très dépendantes de leur mari. L'acquisition de ce nouveau droit de vote a permis l'émancipation des femmes. Les femmes peuvent voter et donner leur opinion. Les espoirs évoqués sont que si les femmes ont obtenu le droit de vote, cela veut dire qu'elles pourraient obtenir une vraie égalité. On a un vrai retour à la démocratie. On peut dire qu'un grand pas pour l'égalité a été fait. Ce long combat commencé en 1789 a enfin pu aboutir, après différentes étapes, en 1944. Prendre une photo d'une femme votant peut maintenant nous paraître complètement anodin et lointain, mais ce n'est finalement que vieux de 100 ans. La photo en noir et blanc est un plan d'ensemble de la ville de Hambourg, détruite par les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, la photo est prise en automne 1945. On voit seulement des ruines, aucun bâtiment est habitable, mais on voit des débris et des piles de pierres et quelques murs squelettés avec les trous des fenêtres. Au milieu, il y a un couple qu'on voit du dos, enveloppé dans une couverture. Les deux marchent vers les ruines sur une rue pavée. La photo montre la situation désastreuse pour les habitants qui se trouvent sans abri et sans espoir dans une ville complètement détruite face à l'hiver qui s'annonce. Il s'agit d'une affiche publiée par les Américains pour confronter les Allemands avec ce qui s'est passé dans les camps de concentration. En caractères gras, on peut lire « Ces atrocités, votre responsabilité. Vous avez regardé sans rien dire, sans agir. » Suivi d'un texte explicatif qui décrit ce que les soldats américains ont trouvé quand ils ont libéré les camps. L'affiche regroupe 7 photos prises dans les camps de concentration après la libération par les Alliés. On voit des victimes affamées, les yeux vides, et des cadavres nus ou à peine habillés, empilés ou déposés par terre. Les mots ne savent pas exprimer l'horreur que ces photos inspirent. Ces photos représentent les prisonniers de Buchenwald, conservés au Musée mémorial de l'Holocauste des États-Unis au Maryland. Le camp de concentration de Buchenwald était, sans rendu, l'un des plus grands camps en territoire allemand. Là-bas, un total de 250 000 personnes ont été prisonnières sous le contrôle des cas autocars. L'image est carrée verticale pour rendre l'idée de la proximité. Le sujet photographié est centré. Il s'agit d'un plan d'ensemble qui a une valeur descriptive afin que le spectateur perçoive l'action dans son ensemble. Mais surtout, on veut transmettre l'idée de ce que c'était la vie dans son camp de concentration. L'angle de prise de vue est oblique avec une ligne de fuite à gauche pour montrer combien de gens il y avait à l'intérieur du bloc. Le premier plan, le second plan et l'arrière-plan sont nets. En effet, l'ensemble de la photo est net. Il n'y a pas de visage flou parce que personne ne doit être en second plan, pour montrer l'importance de tous les prisonniers.
La lumière est artificielle parce que ces photos ont été prises en pause pour témoigner leurs conditions. La photo est en noir et blanc, très contrastée, qui dramatise les sujets pour transmettre l'horreur. Dans ces photos, il n'y a pas d'humanité. Dans la photo, il y a un homme qui souffre de malnutrition et qui est appuyé contre les murs. Un témoin raconte que cet homme n'avait pas de force, donc un soldat l'a mis dans cette position. En effet, on sait que le photographe, qui était un soldat américain d'origine juive et qui avait participé à la libération du camp, a demandé aux prisonniers de rentrer dans le bloc et de se mettre en pause pour montrer leurs conditions. Cet homme est à demi-nu et il se cache avec une veste. Il a le regard un peu perdu. À gauche, il y a d'autres prisonniers qui sont allongés à trois dans une cochette. Ils ont une boîte de biscuits que les soldats qui ont libéré le camp leur avaient apporté. Cette boîte est pour eux la chose la plus importante de la vie. En effet, certains la cachent, d'autres la serrent contre eux. Tout le monde a le visage marqué, fatigué, sale, froide, sans vie. Le but de ces photos est de laisser un témoignage. En effet, tout ce qui nous reste, c'est la mémoire. Le passé ne doit pas être oublié. Ces photos suscitent de la pitié, de la tristesse, mais surtout de la rage. Ce n'est pas humain ce qu'on voit dans ces photos. Le témoignage du photographe vous nous enseigner à ne pas rester en silence face à l'injustice. C'est notre travail, c'est nous qui devons nous souvenir et parler de de tous les morts sans raison. C'était un acte de massacre et d'horreur, une industrie de la mort. Il n'y a pas d'autre façon de le définir et c'est aussi l'exemple que nous devons toujours garder à l'esprit. Nous sommes notre mémoire et nous devons assumer de la responsabilité face à notre mémoire. Nous n'existons pas sans mémoire et peut-être nous ne méritons pas d'exister sans responsabilité. L'Enola Gay è l'avion américain qui a lancé la bombe atomique sur Hiroshima à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pilote a nommé l'avion Enola Gay à l'honneur de sa mère. La bombe nommée Little Boy a causé une destruction sans précédent. Dans notre manuel d'histoire, cette image est à côté de la photo du champignon atomique d'Hiroshima. Et nous pensons que l'auteur a voulu mettre en juste opposition une image de mort avec une image de fête. C'est peut-être une critique à l'attitude un peu superficielle des Américains. Le Japon était déjà vaincu, mais les Américains ont voulu le détruire et le mettre à genoux pour montrer leur force. Cette image est rectangulaire horizontale, ce qui est synonyme de distance. Il s'agit d'un plan d'ensemble, le sujet est centré. Au premier plan, il y a une voiture et un panneau qui nous annoncent qu'il s'agit de l'équipe qui était à bord de l'avion Enola Gay. Ce qui nous a frappé, ce sont les caractères graphiques différents du panneau. En effet, Enola Gay Atomic Bomb sont écrits à l'ILI-script, qui est un caractère de type très confidentiel, lié à une idée de fête. On pourrait l'utiliser pour écrire une carte d'invitation. C'est comme si l'équipage avait participé à un jeu. Les militaires sont au second plan et ils sont très fiers et triomphants de ce qu'ils ont fait. Ce qui nous a choqué, c'est le contraste entre la tragédie d'Hiroshima et le climat de fête de la photo. À l'arrière-plan, il y a des gens qui assistent au défilé, mais ils sont flous, car ce qui est important, c'est l'équipage qui est très contrasté. L'angle de prise vue est oblique, avec une ligne de fuite à gauche, pour donner une idée dynamique de la voiture en marche. L'auteur de l'image peut être un journaliste, parce que cette image a été prise pendant un défilé. La photo est en noir et blanc et il y a des contrastes entre les deux couleurs, mais le blanc est dominant au premier plan. Hissant les drapeaux sous le Reichstag. La bataille de Berlin fut la dernière opération militaire de grande envergure de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le 25 avril 1945, les soldats soviétiques entrèrent dans la capitale du Reich. Avec l'entrée des troupes russes à Berlin,
la guerre terminée pour l'Allemagne. L'aboutissement de l'assaut fut la bataille livrée pour le contrôle du Reichstag, qu'à ce moment était le bâtiment le plus haut du centre-ville et dont sa prise avait une grande valeur symbolique. La lutte pour la prise du bâtiment fut très dure et se prolongea pendant 4 jours, mais finalement, les soldats soviétiques conquirent le Reichstag le 30 avril. Le drapeau rouge de la 150e division d'assaut, ultérieurement appelé drapeau de la victoire, fut hissé sur le Reichstag. Cette image devint très célèbre et fut réimprimée et utilisée dans les publications pour faire de la propagande au point d'être considérée comme l'une des images les plus reconnaissables de la guerre. De nos jours, elle suscite toujours quelques interrogations concernant ces possibles retouches photographiques, l'identité des soldats ou la provenance du drapeau que l'on observe. La première photo représente des enfants en arbre. On voit une petite fille dont la jambe est mutilée qui s'appuie sur un autre garçon. Cette photo a été choisie pour accompagner le texte du manuel d'histoire qui se référait aux conséquences tragiques de la Deuxième Guerre mondiale. On y apprend que 50 millions d'hommes sont morts ou ont été portés disparus. De plus, les hommes et les femmes qui ont pu survivre, ils sont tous perdus et ils ont dû quitter leur maison. Le thème de la photo qui accompagne le texte met l'accent sur un aspect spécialement tragique, la perte de ce qui constitue la nature de la vie enfantine, à savoir la joie, les jeux, l'avenir. La deuxième photo nous montre à la destruction de la ville de Hiroshima lors du bombardement atomique. Cette photo était choisie par rapport au développement dans le même texte autour du bilan catastrophique de la guerre à un niveau moral cette fois. Les parties en guerre bombardaient outre des sites militaires, des vies entières dans le but d'effondrer la morale des gens et d'amener ainsi l'adversaire à se rendre et déposer les armes. En discutant avec nos camarades à propos de l'effet de ces deux photos, celles-ci réussissent à nous faire percevoir et sentir encore mieux les messages transmis par le texte du manuel, c'est-à-dire l'ampleur de catastrophe en Europe en 1945 et l'état tragique des personnes qui sont survécues à la Deuxième Guerre mondiale. Cette photo montre un soldat américain, des Alliés, qui change une plaque de nom d'une roue. On voit les débris d'une maison bombardée, probablement par les Alliés, dans la ville allemande de Krefeld. Le soldat a un sourire et il change la plaque où est inscrit le nom d'Adolf Hitler, le dictateur nazi, par une autre avec le nom de Roosevelt qui représente la démocratie. Cette photo est très symbolique. Elle symbolise la fin de la guerre, la libération. Elle peut augurer le début d'une nouvelle ère à partir de la renaissance des cendres. Nous sommes attirés par le sourire du soldat. Nous sommes soulagés et heureux par la victoire des Alliés. Cette photo
nous donne l'espoir dans l'humanité.